d'être avec nous pour le Lab. Donc on a sélectionné une série de phrases qui nous ont vraiment marqué dans votre livre, donc Je rêvais de changer le monde, qui est le récit de vos mémoires, qui est assez puissant, qui est plutôt puissant, puisqu'on est emmené dans un certain nombre d'environnements, d'univers, de temps, où finalement aujourd'hui pourrait être hier et hier pourrait plus être demain. Donc tout est un peu... Finalement, la chronologie n'a presque plus d'importance puisqu'on parle de valeurs. Et donc, je vais vous proposer des extraits et vous demander de me raconter ce qu'il y a autour, parce que vous êtes un passeur d'histoire. Un conteur. Un conteur. Et donc, votre mission, c'est de passer et de transmettre des histoires. Je commence par celle-ci. Je m'étonne toujours de voir combien le hasard a tenu à m'accompagner tout le long de ma vie. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, mais ce n'est pas seulement moi, je pense que tout le monde se heurte à cette chose que certains croient destin, d'autres disent Dieu. Moi, je dis le hasard. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous traversez la rue, on voyait un enfant qui court. Vous vous dites, tiens, il y a une voiture qui peut l'écraser. Vous restez, vous regardez, vous laissez passer et vous avez oublié. Ou vous précipitez pour l'attraper, on ne sait jamais. Vous les sauvez pas. Vous rentrez dans l'histoire. Et après, vous avez une histoire à raconter. Tiens, j'ai fait ça et ça. C'est l'importance qu'on donne aux petits éléments de la vie. Bah, bien sûr. Et donc, c'est pas le hasard, alors, finalement? Non, si. Parce que le fait d'avoir croisé ces petits événements, c'est un hasard. Vous aurez pu prendre une autre rue. Donc, c'est ce qu'on fait du hasard qui compte. Exactement. Le mensonge serait la première forme de vérité, finalement. Oui, ça s'est passé, c'est particulier. Quand nous avons fui Varsovie, ghetto Varsovie, bon, j'avais 4 ans et demi, et on a fui grâce à 2 amis de mon père, 2 catholiques, et il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est de rejoindre l'Union soviétique, parce que de l'autre côté, tout était occupé par les nazis. Et ma mère m'a dit à plusieurs reprises, si une patrouille allemande nous arrête, te demande Jude juif, tu dis non. Surtout pas. Surtout non. Et je disais oui. Et puis, une patrouille nous arrête. C'était déjà le soir, il y a une torche qui me balaye le visage, m'aveugle, et il y a un type qui me demande Jude, j'ai dit oui, bien sûr. Et les Allemands se mettent à rire en disant un juif ne reconnaît jamais sa judaïté, c'est trop dangereux. Et ils nous laissent passer. Et ma mère a tiré une leçon de cet événement. Elle a dit le meilleur mensonge, c'est la vérité. Mais finalement, ça a été constitutif de votre vie, ça. Le fait de s'ancrer sur votre judéité, de ne jamais la remettre en question dans votre... D'ailleurs, il n'y a pas de raison. Pourquoi? Oui, ça semble si évident, mais... né en Algérie, l'autre en Pologne, 3e au Maroc, 4e en Belgique, etc. C'est une histoire. Il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on en fait. C'est une richesse. C'est une richesse. Parfois, on se sent proche parce qu'on se dit, notre idéologie, notre idée de l'homme nous dit, il faut être gentil avec les autres. Jésus dit dans les évangiles, il faut aimer son ennemi. Alors Freud répond, j'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est très joli. Mais c'est le Jules César de Shakespeare, de Shakespeare dit, tout ce que ressemble n'est pas identique. Bah bien, exactement. C'est là où j'ai découvert que le monde est fait de différences. C'est la complicité, c'est l'addition de ces différences qui fait la richesse du monde. Si tout le monde mangeait, si tout le monde, en Italie, en Irlande, en Liban, en Indonésie, mangeait moules frites, ça serait pas drôle. Vous voyagerez même pas. C'est pas la peine de sortir de Bruxelles. Bon, vous allez au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord pour manger des couscous. Encore, il y a des différentes couscous. Tunisiens avec plus de raisins que les Marocains, etc. Donc, c'est ça la richesse. C'est pour ça que nous aimons le monde. Ça veut dire nous sortons de notre cocon, de notre maison. On va
à l'encontre de ce que nous ne savons pas. C'est pour ça que nous lisons les livres. Autrement, pourquoi aller lire les livres? Mais alors ça vous paraît triste le monde d'aujourd'hui? On essaye d'uniformiser tellement non, et de l'autre côté on refuse la différence. C'est non, bizarre. Vous avez tout à fait raison. C'est là où nous vivons une contradiction qui devient dangereuse. D'un côté, nous disons, c'est ce que d'ailleurs je reproche, d'ailleurs en s'appuyant, c'est la philosophie des Lumières, Voltaire, Rousseau, etc. Hein, nous sommes tous égaux. Et en même temps, chaque groupe essaie d'affirmer son identité. Mais c'est peut-être à cause de ça. Exact. Parce qu'on essaie tellement de lisser les différences que les gens s'insurgent. Donc on crée un certain nombre d'injonctions paradoxales qui doivent faire des courts-circuits dans le cerveau des gens. Je ne sais pas, je réfléchis. Non, mais vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai proposé, mais bon, quand Sarkozy en France était ministre de l'Intérieur, je suis allé le voir, j'ai dit, moi j'ai une proposition à te faire, on fait un défilé des chars sur les Champs-Élysées. Chaque groupe qui compose la nation française prépare ses chars. Donc il y aura des chars de Chinois, d'Asiatiques. Il y a tout le 13e arrondissement de Paris est asiatique. Bon, il y aura des chars. Bretons auront leurs chars. Les Alsaciens leurs chars. Les Marocains, c'est ceux dont les parents sont venus au Maroc, leurs chars. Les Algériens, les Juifs, etc. Et ça sera formidable. Et on va donner un prix aux chars les plus magnifiques, les plus inventifs. Et il y aura des millions d'individus sur les Champs-Élysées pour applaudir les chars. Ah, dit non, ça marche. C'est tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. Pourquoi? Parce que la France ne reconnaît pas des communautés. Hein? C'est ça notre laïcité, on ne reconnaît pas les communautés. Quand après Charlie, ça veut dire après le massacre des journalistes de Charlie Hebdo, 1 million de personnes dans les rues de Paris, j'ai téléphoné à François Hollande, je lui ai dit, je voudrais mettre en tête du cortège 1000 imams. Puisque celui qui a tué, il a tué au nom de l'islam. Or, les musulmans ne se reconnaissent pas dans ce meurtrier. Et il faut les montrer. Alors il m'a dit, laisse-moi réfléchir, il m'a rappelé, et il dit non, parce qu'ils sont tous français. On essaie tellement de lisser qu'on en oublie finalement les aspérités qui font le charme des identités. Le présent n'a jamais l'odeur du passé, ni le passé celle du présent. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ben oui, ça veut dire que nous sommes, dans chaque famille, il y a un album de famille, des photos. Oui. Hein? Et les papis, les mamies sortent leurs photos, jaunies par le temps, pour montrer les enfants. Tu vois, regarde ça, quand j'étais jeune, etc. et les gosses s'en foutent complètement, parce que... On leur parle avec une... Parce qu'avec une nostalgie d'un monde que les gosses ne connaissent pas. Et ils n'ont pas d'ailleurs à admirer, parce que bon, c'est l'histoire, c'est déjà écrit, fini, on pense à autre chose. On oublie que nous sommes dans un temps qui avance. Les gens me demandent, est-ce que vous regrettez le passé? Non, je suis déjà dans... Bah oui, malheureusement, d'un côté, je suis content de vivre un moment très important pour l'humanité. On quitte un monde, on rentre dans un monde autre. Nous ne connaissons pas ce monde. C'est comme si on était dans un train, on est dans un tunnel, et on va sortir du tunnel, et on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est fini. Quand on lit, on apprend encore à l'école, Karl Marx, Capital. Qu'est-ce que disait Karl Marx? Que les moyens de production sont contrôlés par un groupe de gens, et ce qu'ils produisent enrichissent ces groupes de gens. Donc, les jours où ceux qui travaillent s'accaparont des moyens de production, tout va changer. Or, c'est fini. Les moyens de production, c'est ça. Avec ça, vous inventez un produit, vous le vendez, vous encaissez, vous investissez, vous êtes
propriétaire des moyens de production. Vous n'avez pas besoin de faire la révolution. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait toujours? Voilà. L'air va. Oui, c'est Qui Golda vous a dit ça? Meir. C'est Golda Meir. Et j'admirais, bon, d'abord, je trouve que les femmes au pouvoir sont beaucoup meilleures que les hommes au pouvoir. Et c'est à ce moment-là que vous vous faites cette réflexion. Ouais. Parce Quand que elle vous autorise à rencontrer Yasser Ouais. Arafat. elle n'avait pas autorisé, Elle mais elle m'a accompagné. Elle m'a dit, je suis d'accord avec toi, au fond. Alors Vas-y. qu'elle n'était pas du tout. Au début, Non, elle voulait non, rien elle savoir. pas Vous du dites, tout. quand vous lui proposez ça, elle dit, Pour elle, n'existez plus Arafat, pour elle. c'était un terroriste. Il était les premiers sur la liste des terroristes du monde. Pour elle, c'est un homme qui avait le sang d'enfants juifs sur la main. Bon. Et quand je lui ai dit que Moïse est allé voir le pharaon, on connaît cette histoire, on a vu tous les films, les 10 commandements de Cécile B. DeMille, oui, et le pharaon avait plus de sang d'enfants juifs sur sa main qu'Arafat. Il dit, oui, mais tu n'es pas Moïse. Ben, bien sûr, je ne suis pas Moïse. Voilà, oui. Mais je veux quand même y aller. Et je vais quand même y aller. J'aime beaucoup cette pensée du célèbre rabbin Nachman de Bratslav, désolé si je le prononce mal. Oui. Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu pourrais ne pas t'égarer. C'est Ben oui. magnifique. Parce que s'égarer, c'est rentrer dans l'aventure. Il y avait un philosophe magnifique que j'aimais beaucoup, qui m'a accompagné, bon, il est mort, et Vladimir Jankélévitch. Il a écrit un livre justement sur les hasards. Il dit, c'est simple. Un homme se lève le matin, il va au travail, il prend le même autobus tous les jours. Oui. Il lit son journal, il arrive au travail, il reprend l'autobus, il rentre, il lui arrive rien. Puis un jour, l'autobus tombe en panne. Il s'est dit, je vais marcher. Donc il descend, il dit, je vais prendre un raccourci. Et il découvre des choses qu'il ne connaissait pas. Une église, une vieille maison. Il dit, tiens, c'est intéressant. Et le lendemain, il s'est dit, je vais me lever plus tôt. Et je vais descendre moi-même. Exactement. Je vais Et moi-même là à la commence recherche une de aventure. Ah oui. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on ne découvre rien si on ne marche pas. Or, on ne prend plus le temps de marcher. De manière générale, on doit marcher dans notre vie, c'est ça? Il faut marcher, il faut accepter les inattendus. Parfois, il y a en France, un autobus tombe en panne, ou en France, les métros tombent en panne, les gens gueulent, ah, c'est terrible, etc. Sors, marche, et tu seras heureux ou heureuse, parce que tu auras vécu quelque chose que tu n'avais pas prévu. Et ça, c'est magnifique. Bien sûr. Offrir la paix à quelqu'un est l'expression d'une générosité. Or, pour être généreux, il faut être fort. Oui, c'est Sadat qui m'a dit ça. La paix symboliserait la soumission. Donc on ne peut être généreux et offrir la paix que quand on a déjà gagné. À quoi ça sert alors? Non, pas gagner, qui a montré qu'on est fort, qu'on est égaux. Et c'était ça, il faut comprendre. C'était un moment où les Israéliens se trouvaient sur le canal de Suez. Et je suis allé avec Clara, ma femme, elle est morte entre-temps, et demander à Sadat de faire la paix avec Israël. Il a dit, mais mon peuple ne comprendra pas. Ça veut dire que je suis en position de dominer et je vais accepter la paix de dominateur, puisque les Israéliens sont sur le canal Suez, qui normalement appartient à l'Égypte. Ça ne marchera pas. Je peux, si je gagne une petite bataille, même symbolique, oui, je peux, parce que alors je serai en égalité avec les Israéliens. Hein? Ça veut dire, ça sera pour mon peuple l'expression d'une générosité. J'ai gagné une bataille et j'accepte quand même la paix avec celui que j'ai conquis d'une certaine manière. Et je trouvais ça intéressant comme démarche. Oui. Et c'est ce qui est arrivé. C'est l'art de la guerre, en fait. C'était la guerre de 73, quand, par surprise, les Égyptiens ont attaqué Israël, c'était le jour de Kippour, et les chars égyptiens ont traversé le canal. C'était une grande surprise. D'ailleurs, après cette guerre, Golda Meir a abandonné le pouvoir, parce qu'elle n'avait pas prévu, pourtant j'avais prévenu, elle ne m'a pas écouté. Bon, c'est pas... Mais après cela, il a fait ce que nous, on lui a demandé, Sadat, il a pris son avion blanc,
Et il est allé à Jérusalem Knesset. pour parler à la Knesset. Il a montré la grandeur d'un Égyptien, d'un musulman qui tend la main à son ennemi. D'ailleurs, il y a un moment où vous dites qu'en fait, finalement, c'est la particularité de l'ennemi qui fait qu'on est sous les feux des projecteurs. C'est à qui que vous dites ça? C'est parce que vous avez les Juifs en ennemis, le peuple d'Israël en ennemi, que vous êtes autant le centre de l'attention. Oui, ça, je l'ai expliqué à Arafat, en effet. Parce que j'ai dit à Arafat qu'il avait une chance, une malchance d'avoir les Juifs en face de lui. Regardez les Kurdes aujourd'hui. Un peuple magnifique. 40 millions. Ils ont une culture, une langue. Personne n'en parle. C'est eux qui ont gagné la guerre contre le djihad. Et aujourd'hui, on les lâche dans la nature, comme le Trump le fait. Personne ne les défend. Ils auraient eu les Juifs en face d'eux. Tout le monde aurait parlé, parce qu'on parle des Juifs. Parce que les Juifs symbolisent ces boucs émissaires de la Bible. Pour ceux qui ne savent pas d'où vient le mot bouc émissaire, Abraham, il va pour sacrifier son fils Isaac. On n'a pas la même version chez les musulmans. Je sais, c'est Ismaël. Non, mais l'histoire est la même. Elle est la même, sauf qu'on ne sait pas quel fils c'est. Voilà, chacun a sa version du fils. Non, mais l'histoire est la même. Et donc c'est le bouc. Ok. Voilà. Et Dieu arrête sa main, il dit, non, tu ne vas pas tuer ton fils, j'ai préparé un bouc à la place du fils. C'est le bouc émissaire. Donc, chez les musulmans, ça a donné la fête du sacrifice. Exactement. Chaque année. Voilà. Donc, effectivement, c'est la même histoire. Donc aujourd'hui, quand vous regardez la presse, dès qu'il arrive quelque chose en Israël, etc., ça fait la une. Est-ce que c'est pas aussi le fait que ce soit les enfants d'Abraham? Il y a quelque chose là dans l'histoire des enfants d'Abraham qui sont en guerre, quelque chose qui captive aussi les gens. Ce que vous disiez, c'est qu'entre les Israéliens et les Palestiniens, finalement, il y a les médias. Et donc c'est captivant, ce sont les enfants du même père. C'est même un problème sémantique, parce que certains... un musulman ne peut pas être antisémite. Parce qu'il est sémite. A priori, c'est donc compliqué. il sera contre lui-même. Contre lui-même. Voilà. Donc, je peux dire, tu peux être anti-juif. Tu n'aimes pas les juifs. Il y a des gens qui n'aiment pas les Roms, les autres n'aiment pas les Auvergnats, parce on dit qu'ils sont avares, etc. Bon, c'est ton affaire. Mais tu ne peux pas être antisémite, puisque nous sommes pareils. Voilà. Mais justement, en parlant d'Abraham, j'ai beaucoup aimé ce passage. À son habitude, Abraham, le scribe, s'éveilla d'un coup et immobile sur sa couche, les yeux grands ouverts, il attendit le jour. L'aube à Jérusalem est une promesse qui vous emplit le cœur, et Abraham, chaque matin, il cherchait confusément le signe que les choses de la terre et du ciel étaient en ordre. De quel Abraham dont on parle? Oui, c'est le début de mon livre, La mémoire d'Abraham. C'était le plus grand succès, 6 millions d'exemplaires. J'ai mis 6 ans à l'écrire. C'est l'histoire d'une seule famille juive depuis la destruction des temples, 70 de notre ère, jusqu'à la révolte des ghettos de Varsovie et la mort de mon grand-père Abraham. C'est mon grand-père Abraham. C'est bon. Voilà. Et c'est vrai que j'ai travaillé énormément sur la première phrase, parce que je pars du principe que la première phrase d'un livre est essentielle. Vous ouvrez un livre. Pourquoi acheter un tel livre, pas un autre? Vous ouvrez la première page. Ou la première phrase vous capte, c'est comme un hameçon. Et vous continuez, ou ça vous rejette, vous fermez, vous achetez un autre livre. Donc, j'étais plutôt content de cette phrase que vous venez de citer. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. C'est le Coran. Ça veut dire ce que j'essaie. Vous savez, les problèmes avec les extrémistes, qu'ils ne connaissent pas leur propre histoire. Combien de musulmans ont vraiment lu le Coran? Compris, c'est surtout compris. Non, il y en a qui le lisent. Non, ils connaissent les prières. Oui. C'est tout. Comme les Juifs, ils connaissent les prières, mais ils n'ont pas lu la Bible. C'est-à-dire que la Bible, c'est la Torah,
c'est les prophètes. Qui a lu le prophète? C'est ça qui est l'essentiel. Les prophètes, c'est eux qui... Toute la morale dont on parle et dont c'est réfère dans toutes les constitutions du monde, même qu'on ne les respecte pas, c'est les prophètes, c'est Isaïe. Les chrétiens se reportent à Isaïe qui annonce qu'un jour, une vierge va accoucher, etc. Bon, c'est Isaïe qui le lit, personne. Donc, c'est l'ignorance qui engendre la haine. Si on connaissait l'autre, d'un seul coup, on les trouverait intéressants, on les trouverait même très proches. Il faut se connaître soi d'abord. Ben oui, on se connaît soi à travers l'autre. Hein. Sans les autres, on n'a même pas l'intérêt de se connaître soi. On n'a pas le reflet de soi-même. Ben oui, parce que c'est les autres qui vous obligent à vous pencher sur vous-même. Vous êtes en face des autres, hein, vous les jugez, et d'un seul coup vous dites, qui suis-je pour juger l'autre? Si vous avez du recul. Justement, vous dites, c'est l'assiduité de l'étude qui devient en soi un moyen de transmission. Un homme, dit le Talmud, doit toujours étudier, même s'il oublie ce qu'il lit, même s'il ne comprend pas. Autrement dit, celui qui transmet apprend, celui qui apprend transmet. C'est très important. Ça veut dire l'apprentissage sans la volonté de transmettre, pourquoi faire? C'est pour ça que j'ai dit que je suis un conteur. Je ne sais pas si je suis écrivain, bon ou mauvais, j'en sais rien. Mais je suis un bon conteur. Un jour, il y a un réalisateur russe a voulu faire mon portrait pour la télévision russe. Et on est allé, entre autres, à Jérusalem, sur les parvis des mosquées. Et devant les murs, il y avait beaucoup de monde, des touristes. Et il m'a demandé, à l'époque du temple, tu aurais fait quoi? J'ai dit, j'aurais été ici. En faisant quoi? En faisant ce que j'ai fait, raconter des histoires. Et je crois que si on a acquis des connaissances, et si on ne les transmet pas, c'est comme une femme stérile. C'est-à-dire qu'elle a sa féminité, etc., elle vieillit, et elle pleure sur ses enfants qu'elle n'a jamais eus. Parce qu'elle n'a pas pu transmettre. La transmission est essentielle, c'est pour ça que le monde, il est mauvais, mais il est. Et il avance, et il sera. C'est ça l'avenir. Mais pourtant, vous dites que ce n'est que tard qu'on se rend compte que les enfants, le fait de ne pas avoir d'enfants nous manque. Donc en fait, on serait dans une phase où on ne se rend pas compte qu'on a besoin de transmettre. Non, moi je me suis rendu compte vite, mais bon, c'est fait que ma femme ne pouvait pas avoir d'enfants. J'aurais pu en adapter, peut-être je verrai un jour quelqu'un me sauter au cou pour me dire « Papa !» Je vais dire « Ah bon ?» Chouette. Ah oui, voilà, on ne sait jamais. Oui. Voilà. Mais... Attention, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Là. Demain, devant votre porte, vous allez avoir plein de Mais c'est vrai que... c'est pour ça d'ailleurs, quand j'ai fait un petit livre qui, je crois que n'est pas mal, s'appelle « Le judaïsme à raconter à mes filleuls ». Comme je n'ai pas d'enfant, donc je me suis adressé à 3 filleuls. Il y a un, c'était le fils d'un ami philosophe belge, Pierre Verstraeten, il était professeur à l'université ULB. L'autre, c'est le fils de Kouchner, troisième, le fils de Bernard-Henri Lévy. Ce sont mes filleuls. Et c'est toujours plus facile de raconter une histoire quand on s'adresse à quelqu'un. C'est-à-dire, vous racontez une histoire dans l'abstrait, en ne s'adressant à personne, il y a des très bons romans, bien sûr, mais ce sont de romanciers. Moi, je ne sais pas si je suis un romancier, mais comme je raconte des histoires, c'est toujours bien de raconter à quelqu'un. Même quand je donne des conférences, je suis dans une salle, hein, je pense que tout le monde le fait. On trouve un visage que vous trouvez sympathique et vous parlez à ce visage.
parfois vous tromper. On cherche le contact Voilà. tout le temps. Il Oui. m'est arrivé un jour à Buenos Aires, au théâtre Colonne, 2000 personnes, premier rang, il y a un type plutôt sympathique, et je commençais à m'adresser à lui. Et chaque fois quand je disais quelque chose, il faisait comme ça. Alors, C'est horrible. et à la fin, j'ai compris qu'il avait un tic. Mais il m'a complètement déstabilisé. C'était un malade. Vous voyez, donc, même si vous voulez trouver un interlocuteur, il faut vraiment avoir la chance de tomber sur un bon. Et dernière question, on va terminer par quelque chose de plus léger. J'aime beaucoup votre salade de la paix. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner les ingrédients de cette salade de la paix? Mais c'était simple, ça veut dire prendre des produits d'Israël et les produits des pays arabes. Alors, bien sûr, il y a l'ananas, il y a le mangue, il y a des raisins, il y a des dattes, il y a tout ce qu'on connaît dans des grenades. Quand vous allez en Égypte, sur les souks, dans le souk, etc., Al-Khalil, vous voyez des fruits. Donc, je prends tout ça, avec les arômes, je prends ce qui produit Israël, je fais une vinaigrette à la française, bien sûr, voilà, et tout ça, ça fait une très bonne salade. Et les gens adoraient ça. Je me souviens, Pierre Mendès France, j'habitais au 5e étage, les pauvres, ils montaient 5 étages pour manger la salade de la paix. Même si les gens s'insultent, Ils se parlent. ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on insulte quelqu'un qui existe. Les moments les plus terribles dans les rapports entre le monde arabe et Israël, c'était après la conférence de Khartoum, les 3 noms. Israël est transparent. Ils n'existent pas, on ne va pas leur parler, on ne va pas les reconnaître, fini. Bon. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas organiser un débat à la télévision entre un Arabe et un Israélien. Un pro-israélien, Elie Wiesel, voulait discuter avec un écrivain égyptien. Et donc, il fallait les installer dans 2 studios différents. L'Égyptien ne voulait pas rester dans le même studio. Elie Wiesel, qui n'est pas israélien. Donc vous êtes en train de dire que finalement ça va un peu mieux, quoi. Ben, bien sûr. C'est important de se le rappeler. Bien sûr. Ça veut dire aujourd'hui, ils se parlent, ils s'insultent, ce n'est pas grave. Quand on s'insulte, ça veut dire qu'on reconnaît que l'autre existe. Et à partir de là, tout est possible. Amen. Amin. Amen. Merci Marie Calder, merci beaucoup.